À Panem 360, on reçoit Simon Rivard, chef d'orchestre, et qui dirige un programme fort intéressant sur le plus grand mythe du chant lyrique, Maria Callas. L'Orchestre symphonique de Laval a eu l'excellente idée de nous ramener le fantôme de la Callas sur scène. Et Simon, vous allez diriger ce programme ambitieux qui, évidemment, ne pourra résumer la vie extraordinaire de Maria Callas, mais quand même qui va nous en donner un aperçu probant, n'est-ce pas? Oui, absolument. C'est vraiment très difficile en un seul concert de résumer la vie de Maria Callas parce qu'elle a interprété tous les grands rôles de soprano. Elle a commencé sa carrière avec les rôles wagnériens. Elle a chanté tous les rôles du bel canto, tous les rôles des grands opéras de Verdi et de Puccini. Alors, un concert sur la Callas, ça devrait prendre, ce sera un marathon de 8 heures, mais on a essayé de réduire ça en une durée qui était acceptable pour le public, malgré qu'on a la plupart des grands rôles qui lui sont attachés. Par exemple, celui de Violetta dans La Traviata de Verdi, Tosca dans Tosca de Puccini et Norma, ce grand rôle de Bellini. Oui. Et comment avez-vous abordé ce travail? Premièrement, le chant et la direction d'orchestre. Comme chef d'opéra, c'est notre pain et notre beurre de marier le chant et la direction d'orchestre. Pas juste le chant lyrique, c'est-à-dire qu'on a une soprano extraordinaire avec nous et un ténor et un baryton basse, mais aussi le chant choral, parce que le concert met en vedette également le chœur de Laval, qui a été préparé par Danny Wiseman. Alors, la direction d'opéra, c'est sûr que c'est un art qui est très englobant, où on a beaucoup de choses à gérer, des chanteurs qui sont parfois sur scène, parfois avec des costumes. Dans le cas de l'Orchestre de Laval, c'est une version concert, mais quand même, il va y avoir des chanteurs derrière l'orchestre, il va y avoir l'orchestre, il va y avoir les différents chanteurs, les différents déplacements. Alors oui, c'est beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Oui, exactement. Parlez-nous des solistes. D'abord, la soprano. Kirsten McKinnon, c'est une soprano extraordinaire qui est maintenant basée à Montréal, qu'on a pu entendre récemment dans Les Noces de Figaro à l'Opéra de Montréal. Elle faisait la comtesse. C'est une grande, grande voix. C'est une artiste qui est toute désignée pour interpréter ou pour faire un hommage à la Callas parce que c'est quelqu'un qui est une grande actrice également, qui a un timbre de voix très riche, comme la Callas, et qui a une personnalité qui perce les personnages, qui perce la scène, qui perce le quatrième mur et rentre droit au cœur des gens. Alors, c'est une personne fabuleuse pour ce concert. La Callas, quand elle faisait ses rôles à l'opéra, elle n'était pas seule sur scène. Elle avait des collaborateurs. Il y avait le ténor Giuseppe Di Stefano, par exemple. Elle a été accompagnée par le baryton basse Tito Gobbi, tous ces gens très, très célèbres. Et dans les scènes qu'on va présenter avec l'Orchestre de Laval, il y a parfois d'autres personnages qui doivent appuyer la soprano. On a dans la Traviata, par exemple, on a le personnage de Alfredo qui va être interprété par Matthew Dalen, qui est un extraordinaire ténor canadien basé en Alberta. Alors, lui va faire la contrepartie de Kirsten, il va faire le rôle d'Alfredo, qui est son amant, son amoureux, son promis. Et dans les extraits de l'opéra Norma, il va y avoir le personnage de Oroveso qui va être joué par Alexandre Sylvestre, qui est un baryton basse québécois bien connu du public lavallois puis du public montréalais en général. Si on revient à la soliste, évoque-t-elle le style ou le timbre ou enfin des couleurs de Maria Callas ou vous avez convenu qu'elle était elle-même et c'est tout? On a convenu qu'elle serait elle-même, mais il faut être honnête, par contre, toutes les sopranos après Callas ont été influencés par Callas. C'est l'affaire, c'est le mythe de cette chanteuse-là. Elle a tout bouleversé. Elle a un style qu'elle a imprimé dans les rôles, spécialement Norma et spécialement Violetta. Par exemple, Kirsten, le premier enregistrement qu'elle a entendu de la Traviata, c'était Callas qui chantait. Alors, c'est sûr que ça laisse des traces
Mais on est en 2024, il y a des concerts dans le monde qui présentent des hologrammes de Maria Callas qui chante elle-même. Je veux dire, nous, c'est pas ça qu'on veut faire. On veut pas présenter un hologramme. C'est pas que la Callas chante en concert, c'est plutôt un hommage à la Callas, avec des gens qui ont été influencés par elle. Moi aussi, j'ai été influencé par la Callas parce que quand j'apprends des opéras, c'est sûr que Maria Callas, à la fois comme chanteuse, mais à la fois à cause des gens, grâce aux gens avec qui elle a collaboré, des grands chefs comme Antonino Votto, Tullio Serafin, tous ces gens-là. Moi, comme chef d'orchestre, c'est sûr que c'est des enregistrements que j'écoute dans mon étude personnelle. Alors, même si on n'essaie pas de limiter, c'est sûr qu'elle influence ce qu'on fait, absolument. Quand on dit que c'est une pierre angulaire, en fait, c'est vraiment ce qu'on appelle en bon français un game changer, Maria Callas, dans le chant lyrique, puisque le chant lyrique existait bien avant elle. Alors donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu un changement si profond et que cette influence-là, au-delà du mythe médiatique ou de la légende, marque encore le monde du chant lyrique? Je crois que Maria Callas est arrivée. Il y a la personne, puis il y a aussi, je pense, le contexte social, puis le contexte culturel. Elle est arrivée à un moment dans les années 50, 40, 50, quand, à son apogée, là, sa carrière s'est terminée en 65, mais elle est arrivée à un moment où les moyens de communication ont explosé, où le lien, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, entre l'Europe et les États-Unis s'est vraiment rapetissé grâce à la télévision, grâce à beaucoup de moyens de communication, grâce à l'enregistrement aussi, aux enregistrements qui se sont développés énormément. Et dans la musique classique, là, on parle du chant lyrique avec Maria Callas, on peut penser à Renata Tebaldi aussi, des grandes cantatrices comme ça, mais récemment, il y a eu le film Maestro sur Leonard Bernstein. Mais Leonard Bernstein ou Herbert von Karajan, ces grands chefs d'orchestre-là, ont aussi profité de ce développement-là de l'enregistrement, le développement des voyages d'avion qui permettaient à une cantatrice de chanter à la Scala puis chanter au Met à l'espace de quelques mois, alors que ce n'était pas le cas avant. Ça a créé des superstars internationales. Et Maria Callas, pour le chant lyrique, c'était l'icône numéro un. Mais après, on peut penser à plusieurs autres chanteurs comme Pavarotti, par exemple, qui pour les ténors était l'équivalent, je pense. Il était arrivé un peu plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est que Pavarotti, c'est le même genre de monstre sacré. Alors ça, c'est au niveau social. Au niveau personnel, Maria Callas était une artiste absolument incroyable qui n'a pas laissé personne indifférent. Chacun des chefs avec qui elle a collaboré, a vu en elle une légende en devenir. Chacun des rôles qu'elle a pris, c'est des interprétations qui peuvent être considérées comme des interprétations définitives de ces rôles-là. Elle était aussi pas seulement une grande chanteuse, elle était une grande actrice. Et ça, c'est tellement important pour l'opéra, parce que le chant, c'est seulement une partie de l'opéra. Incarner ces personnages-là d'une façon qui est convaincante, c'est primordial pour que le public s'approprie cette musique-là. Et elle sortait d'une ère où les chanteurs d'opéra souvent voyageaient avec un gros coffre avec leur robe et leurs costumes. C'était pas vraiment des productions où ils avaient des costumes qui leur étaient donnés. C'était vraiment, les chanteurs étaient comme des espèces de gens qui voyageaient à travers le monde avec leur propre robe. Ils avaient leur propre mise en scène aussi. Dans les années 20, dans les années 30, ils se mettaient au milieu de la scène avec leur propre costume, puis ils chantaient leur air, alors que Maria Callas est arrivée dans un moment où l'art de l'opéra a vraiment, vraiment changé et elle devenait une actrice au sens presque Stanislavski du terme, où method acting, là, où elle devenait Tosca, elle devenait Mimi, elle devenait Violetta, et ça, c'est quelque chose que les gens n'étaient pas habitués de voir. C'est une artiste totale comme ça. Aujourd'hui, c'est la façon de faire. C'est la façon de faire pour les chanteurs d'opéra, cette espèce de acting-là, cette façon d'être comédien à la fois être chanteur. Mais dans le temps de Maria Callas, on était encore en transition. Alors les gens étaient sous le choc de voir une énorme artiste comme ça qui incarnait ses rôles d'une façon qui était tellement comme primale, puis tellement réfléchie, tellement totale.
Oui, c'était donc bien au-delà de la technique vocale parce que maintenant, il y a tellement de chanteuses et chanteurs qui ont des techniques vocales fabuleuses et qui, comme vous le dites maintenant, ont hérité de ces enseignements-là de la Calas, c'est-à-dire incarner totalement les personnages qui ont été créés par les compositeurs et les compositeurs d'opéra, en fait. Oui, exact. Oui. Alors donc, cette fois-ci, comment avez-vous travaillé avec l'Orchestre symphonique de Laval, qui n'est pas un orchestre consacré, dédié à l'opéra? C'est un orchestre qui travaille beaucoup plus sur la musique instrumentale de manière générale. Et donc, comment avez-vous fait ce travail avec l'Orchestre symphonique de Laval? Mais là, je vais dévoiler un mythe de l'industrie musicale, mais quand on travaille avec des orchestres professionnels au Québec, ou que ce soit au Québec ou en Europe ou aux États-Unis, le modèle, c'est qu'on rencontre les gens la semaine du concert. L'Orchestre de Laval avait des concerts il y a 2 semaines, avait des concerts il y a 3 semaines, d'autres programmes. Moi, je rencontre l'orchestre pour la première fois lundi. Ah oui. Ouais. Alors c'est des moments de répétition assez très, très intenses, beaucoup de répétitions pendant la journée. Alors, on ne s'est pas encore rencontrés. On a préparé le concert, j'ai rencontré le chœur, j'ai rencontré la soprano. Kirsten, on a déjà commencé à travailler ensemble. J'ai commencé à travailler avec le chœur aussi. J'ai rencontré l'administration, travaillé avec la musicothécaire et tout ça. Mais le travail avec les instrumentistes commence lundi matin. Mais c'est vrai que l'Orchestre de Laval, ce n'est pas un orchestre qui traditionnellement fait beaucoup d'opéra, malgré qu'il y a plusieurs instrumentistes dans l'orchestre qui aussi participent à d'autres orchestres qui ont fait de l'opéra. Il y en a qui sont dans l'orchestre métropolitain, qui ont peut-être remplacé à l'OSM pendant que l'OSM faisait l'Opéra de Montréal, qui ont été au Saguenay pour l'Opéra du Royaume ou à Québec pour l'Opéra de Québec. Alors, il y en a plein qui ont pu jouer dans un orchestre d'opéra, mais comme entité, l'Orchestre de Laval, c'est un orchestre qui est plutôt traditionnellement symphonique, donc dédié à la musique instrumentale. Oui, c'était un peu le sens de ma question, en fait, Ouais. parce que je savais très bien que vous feriez des répétitions comme c'est le cas dans à peu près 100% des cas, Ouais. c'est-à-dire une journée ou deux de travail max et quelques jours avant le concert. Exact. Je me demandais comment vous vouliez l'aborder avec cet orchestre-là, mais vous m'avez répondu de toute façon. Oui, mais c'est une bonne question, par exemple, comme en général, parce que l'approche d'un orchestre de musique instrumentale, c'est une approche où, en répétition, on va établir des paramètres d'interprétation qui sont un petit peu plus serrés, qui sont un petit peu plus concis et arrêtés. C'est-à-dire que quand on travaille une symphonie de Beethoven, la répétition et le concert vont se ressembler probablement beaucoup. Quand on travaille avec des chanteurs, ça demande beaucoup plus de flexibilité parce qu'à chaque fois qu'il y a un différent concert, dépendant des concerts, dépendant de la soirée, dépendant de comment le chanteur se sent, est-ce que c'est une bonne journée, est-ce qu'il est fatigué, est-ce qu'elle a bu assez d'eau dans la journée ou est-ce qu'elle a dormi toutes 6 heures la nuit, elle peut respirer à un endroit auquel on ne s'attend pas, ou elle peut se sentir inspirée puis prendre plus de temps dans une fin de phrase, puis moi, il faut vraiment que l'orchestre écoute puis soit prêt, parce que si moi j'écoute puis l'orchestre joue un peu sur le pilote automatique, ça ne fonctionnera pas. Alors, il faut que tout le monde soit à l'écoute. Alors, c'est quelque chose de très... Il y a un aspect très happening aussi à la direction d'opéra. Tu sais, tout peut arriver. Il y a un aspect beaucoup plus flexible, beaucoup plus spontané en comparaison avec la musique purement symphonique. Oui, il y a une différence donc à travailler avec des chanteurs, chanteuses qu'avec des solistes instrumentaux. C'est-à-dire que, évidemment, le chef et l'orchestre doivent suivre le soliste, un violoniste ou un pianiste ou qui que ce soit, quel instrument que ce soit. Mais dans le cas du chant, c'est encore plus prononcé à cause de la respiration. C'est le corps humain qui s'exprime. C'est pas strictement la machine qui est l'instrument. Non, il y a un aspect très humain, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on joue un instrument, c'est que ce soit le piano ou le violon, ou même un instrument avant, qui est plus près quand même de la voix, c'est un intermédiaire. Il y a un aspect plus technique. Alors que dans la voix, oui, il y a un aspect technique, mais c'est nous-mêmes, c'est notre personnalité. Alors si on a perdu quelqu'un d'important ou qu'on a une grande joie dans notre journée ou qu'on a peur de quelque chose, ça se transmet tout de suite. Exactement. Et c'est pour ça que vous avez un grand plaisir à travailler avec des chanteuses et chanteurs, j'imagine. Absolument, c'est des gens qui sont tellement, tellement, tellement intéressants. Super. Simon Rivard, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un excellent programme à l'Orchestre symphonique de Laval. C'est mercredi prochain. Donc, c'est dans peu de temps. Alors, on va en faire état très, très rapidement. Merci beaucoup, beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.